la version longue, cette semaine, je reçois 2 personnes. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la version longue. Je reçois Martin Legault et Marianne Renaud-Robitaille. Les 2 font partie du MAR, le Mouvement d'action régionale en environnement. Et la raison pourquoi ils sont 2, c'est que c'est pas un organisme, un OBNL classique. C'est un mouvement citoyen, tout simplement, bénévole. Et c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas une tête qui dirige ça. Ils dirigent tout un peu par consensus. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Et c'est la raison pourquoi ils aiment ça, être au moins 2 personnes en entrevue pour montrer un peu que c'est une pluralité de voix, de personnes qui font fonctionner ce mouvement-là. C'était vraiment une belle rencontre. On a parlé des co-anxiétés, de plein de choses sur l'environnement, comme quoi ça touche à toutes les sphères de la société, de la vie en général. Pour moi, ça a été vraiment une belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Martin et Marianne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois que je reçois 2 personnes. Là, je suis déstabilisé. Je vais essayer de gérer cette discussion-là. Mais avant qu'on commence, on se connaît pas. J'aimerais ça savoir un peu vos backgrounds. Peut-être commencer par Marianne. C'est quoi un peu ton background? Puis qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans l'environnement? Où ça a parti, cette flamme-là? Mm-hmm. Ben dans le fond, moi, je me destinais pas nécessairement à aller en environnement ou étudier en environnement. C'est venu plus après coup. Donc, j'ai fait un bac en relations internationales parce que je m'intéressais aux enjeux globaux, dont le changement climatique. Oui, c'est ça. Ça vient comme avec. Ça vient avec. D'une certaine façon. Ça vient avec. Puis j'avais en tête c'est quoi les solutions à ça? Parce que tout le monde est concerné partout sur la planète. Il n'y a personne qui peut échapper au changement climatique. Fait que je me disais, OK, c'est quoi que les pays peuvent faire, tout ça? Je m'intéressais beaucoup à ça, mais après coup, j'ai comme réalisé que la solution à ce genre de problème-là va peut-être plus venir des mouvements sociaux que des grands accords, des conférences. Ouais, comme la COP, là, tout ça. Puis qu'à chaque fois, on a de la misère à atteindre un consensus signé par tout le monde. OK, on s'en revoit l'année prochaine. Ouais. OK, ce genre-là, ouais. Il travaille déjà à nous choquer, hein? Je sais pas si tu as remarqué. Mais c'est ça, j'essaie de piquer un peu le. Non, mais moi, je suis déjà choqué de base, là. Fait que, mais c'est ça, je vais essayer de, moi, pas me craquer sur l'environnement et l'inaction des gouvernements. Mais ouais, pour finir un peu, fait que sciences politique, pas politique, mais. Oui, politique internationale. C'est ça. Après avoir étudié plus l'international, je me suis concentrée plus sur le local. Fait que j'ai complété mon parcours académique avec une maîtrise en politique appliquée, avec une spécialisation en environnement. Encore à la recherche de solutions de ce problème-là que je savais pas trop comment régler. Puis c'est ça. Puis j'ai réalisé, en étudiant un peu ce qui se passait au Québec, mais aussi à l'international, que dans le fond, les mouvements citoyens ont un grand rôle à jouer là-dedans. Puis même, je pense que la solution va venir des mouvements citoyens plus que du haut, plus que des politiciens. OK, mais on va repartir de là, mais je veux juste savoir peut-être le background de Martin avant qu'on parte là, vraiment sur le fait que les mouvements sociaux vont changer un peu ton background. Ouais, c'est ça, Marianne, elle a dit qu'elle se destinait pas vraiment sur les questions environnementales au départ. Moi, c'est plus l'inverse. Là. Ouais. Moi, je suis pas mal plus vieux que Marianne. Puis quand j'étais petit, moi, j'étais un fan des émissions de Cousteau. Cousteau à télé, là, j'écoutais ça comme un fou. Puis résultat, je me suis vite rendu compte que de quoi qu'il n'y allait pas sur cette planète-là. Puis je me suis destiné en sciences. Je pensais que la voie scientifique, la recherche, puis tout ça, on allait pouvoir sauver cette planète-là. Ce qui fait que je me suis formé en microbiologie, puis spécialisé dans les questions de génétique, puis de chimie de l'environnement, en me disant qu'il y avait moyen dans ces domaines de recherche-là d'arriver à nettoyer nos rivières, dépolluer l'atmosphère, puis tout ça. Et je me suis rendu compte pendant mes études que les gens qui pouvaient nous engager, les scientifiques, c'était des compagnies comme Monsanto puis tout ça, puis c'était pas tout à fait dans leurs intérêts, eux autres, étrangement. Fait que j'ai pogné comme un petit mur, puis je me suis dit non, moi je veux changer les choses pour de vrai. Fait que je suis devenu enseignant au secondaire pour conscientiser le monde, puis je suis devenu un militant sur plein de questions, parce que la question environnementale est pas détachée du reste, mais beaucoup sur les questions environnementales depuis toujours maintenant. Ben, l'environnement, je pense que ça touche à toutes les sphères. Tu sais, dans le fond, c'est
c'est la vie. Là. Ça, c'est carrément la base de tout. Là. Mais ouais, peut-être avant de continuer, tu disais que tu as étudié avec une espèce de drive de changer les affaires, mais c'est venu avec une espèce de désillusion à un moment donné, tu sais, d'espèce de. Est-ce que tu as un peu d'apathie de tu sais, je peux pas rien faire parce que c'est ces machines-là, Monsanto, pour pas les nommer, qui. Puis tu te dis, OK, finalement, c'est mon rêve. Je pense qu'il faut tout le temps nuancer les affaires. Puis je pense qu'il y a une question d'époque aussi. Ouais. Au moment où moi, je commençais dans l'univers de la recherche, c'était pas bien à la mode les questions d'environnement. Là. Les scientifiques commençaient à être au courant que ça allait pas bien. Là. Puis qu'il y a quelque chose qui est en train de se dégrader à une vitesse que personne n'avait vu venir. Mais la population en général n'était pas vraiment touchée par ça. On parle d'il y a 30-35 ans. Là. Et les médias en parlaient très, très peu. Ce qui fait qu'il y avait pas beaucoup de place en recherche pour des questions comme celle-là. Je dis pas qu'il n'y en avait pas du tout, là, mais il y en avait peu. Tandis que maintenant, il y a carrément des départements de recherche qui se penchent sur ces questions-là environnementales. Je dis pas qu'ils ont des gros budgets puis que c'est eux autres qui sont au sommet de la pyramide de la recherche, là. Ouais. Mais au moins, il y a de la place qui est en train de se développer pour ça maintenant. Fait que c'est pas vrai que tout est noir puis que tout est bien déprimant. Puis moi, quand je suis devenu prof, je m'étais dit c'est un plan B, puis je vais faire ça pour une couple d'années, le temps de trouver ma voie. Puis ça fait 30 ans que je fais ça parce que je me suis rendu compte que c'est extraordinaire l'impact qu'on peut avoir. Former des milliers de jeunes sur plein de questions, dont des questions environnementales, et pas 10 minutes dans une petite entrevue dans un journal ou quelque chose comme ça, pendant une année au complet et des fois 2 ans avec les mêmes jeunes à développer toutes sortes de connaissances. C'est une job qui est extraordinaire, honnêtement. Fait que non, moi, je suis pas triste de ce qui s'est passé puis de qu'est-ce que ça a donné dans ma vie puis qu'est-ce que j'ai pu faire ailleurs aussi. Là. Peut-être que si j'avais continué dans le monde de la recherche, j'aurais peut-être été déçu de ça. Mais je pense que maintenant, il y a plus de place pour des gens comme ça qui ont envie de pousser les connaissances environnementales plus loin. Oui, mais là, ça me fait penser, petite digression, mais avez-vous écouté Don't Look Up sur Netflix, j'imagine? Bien sûr. Parce que là, ça tape un peu là-dedans, l'espèce de essayer de shaker les gouvernements, que tout le monde est comme « Ah, mais non, mais il y a de l'argent à faire avec la patente qui va venir nous détruire. » Il y a un peu ça encore, non? Je sens que là, tu sais, c'est comme tu disais, les mouvements citoyens, ça lève, il y a des initiatives, il y a beaucoup plus d'initiatives, mais moi, il y a quelque chose de... C'est peut-être mon cynisme, ma frustration qui s'accumule, qui devient un cynisme, mais l'espèce de sentir que ça fait vraiment une différence, tu sais, comme le micro, le petit, quand les multinationales, les gouvernements sont complètement amorphes, je sais pas, peut-être. Je sais pas si tu peux rentrer dedans. Ouais, c'est comme une forme d'éco-anxiété que je refoule puis que je fais juste comme non, j'ai pas d'anxiété puis je fais juste non, je tombe dans l'espèce de c'est fini. Ben, je te dirais que peu importe ce que tu as, c'est normal de le ressentir. Ouais, que tu dises que c'est du cynisme ou de l'anxiété, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent. Puis c'est ça, c'est normal parce qu'on est rendu à un point où le déni il est pas mal apparent, disons. Puis c'est ça que Don't Look Up nous a montré aussi. Ouais. C'est que les gouvernements sont quand même au courant que les changements climatiques vont dérégler la façon de fonctionner dans la société, mais ça semble pas avancer, peu importe ce qui va se passer. Fait que c'est quand même difficile de persévérer dans ce contexte-là. Puis, Don't Look Up, c'est toutes les... En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de militants, de scientifiques pour le climat qui se sont reconnus dans ce film-là parce qu'on voit à quel point notre point de vue est comme minimisé ou, tu sais, c'est pas tant dangereux, finalement. C'est pas si grave que ça. Il n'y a rien qui nous menace immédiatement, mais au contraire, là, c'est une menace lente, peut-être, mais il y a tout plein de gens qui sont déjà touchés, puis on voit déjà les impacts ici, là. Ouais, c'est ça. Mais quel impact qu'on parle, mettons, que je joue au gars qui voit rien. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a comme un côté un peu progressif à travers les années. Même là, tu fais des phases depuis tantôt, là, c'est pas tant progressif. Mais je pense, tu sais, pour le commun des mortels, je sors dehors, puis là, tu fais, ah ouais. Puis là, l'hiver, c'est la température, comme là, on est dedans. Là, il a fait 4 hier, puis là, ça baisse la neige. Là, tu sais, bon, je comprends, mais tu sais, d'une façon, c'est complètement aveugle. Je veux dire, je sors dehors, je vois pas de grands problèmes ici.
Ouais, dans un petit... Mais vas-y, parce que je sens que là, je te craque. Oui, depuis tantôt, l'idée du progressif puis tout ça, moi, ça me rend un peu dingue. Parce que si je retourne à l'époque où moi, j'étais à l'université, il y avait comme deux grandes gangs de scientifiques, là. Il y avait les gens qui disaient non, on comprend le principe des changements climatiques, l'effet de serre, mais l'humain pas le pouvoir de transformer complètement le climat de la planète, ça se peut pas. Puis là, depuis tantôt, on parle de changement climatique, mais il y a toute la question de la crise de l'effondrement de la biodiversité que souvent on met de côté en faisant, bon, ça c'est pas trop grave, on n'en parle pas trop, on comprend pas trop, ça doit être beaucoup moins important, alors que c'est au moins aussi grave. Juste une grenouille de moins. C'est ça. Fait que, oui, puis un moineau ou deux, qu'est-ce que ça change? Fait qu'il y avait les scientifiques qui, honnêtement, se disaient, l'humanité n'a pas ce pouvoir-là de complètement dérégler la planète. Puis il y avait une autre gang de scientifiques qui, eux autres, disaient non, on se dirige vers une catastrophe. Mais moi, il y a 30-35 ans, ce qu'on entendait des scientifiques qui étaient considérés comme des catastrophistes, là, c'est que les premiers impacts de l'effet de serre allaient se voir autour de 2050. Puis que l'humanité allait commencer à être en sérieux danger à partir de 2200 à peu près. Hey, je m'excuse, là, on est en 2022. On approche du 50. On voit déjà ce qui est en train de se passer. Ouais. On est rendu à plus 1,1 degrés par rapport à la norme d'il y a un siècle à peu près. On a changé le climat planétaire de 1,1 degré. Ça a l'air de rien, là. Oui, peut-être expliquer ça parce que, tu sais, mettons, dans le commun des mortels, mettons, on me dit il fait 30 ou 31. Tu sais, j'ai déjà chaud, mais c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Effectivement, ça a l'air progressif parce qu'après 1, c'est 1,1, puis après 1, c'est 1,2, puis après 1,2, c'est 1,3. Puis on se dit, bon, ça va monter comme ça, puis moi, le temps que je meurs, puis mes enfants, mes petits-enfants, après ça, on s'en fout un petit peu, ça a l'air bien, bien loin. Mais en fait, on parle à peu près jamais de ce qu'on appelle les points de bascule. C'est-à-dire que c'est pas vrai que ça va être progressif. C'est comme quand on chauffe de l'eau, là. On monte à 50, 51, 52. Tout est progressif, là. À 97, à 98, à 99, il n'y a pas de changement. On arrive à 100, oh, pow, il vient de se passer de quoi? Ça se transforme en vapeur. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas vu venir. C'est exactement ce qui nous fait peur présentement pour les changements climatiques. Les scientifiques s'entendent de plus en plus pour dire que c'est pas le plus 2 qui est dramatique, c'est le plus 1,5. Si on arrive à plus 1,5, il y a toutes sortes de phénomènes qui vont s'enclencher, qui vont faire en sorte que ça va se nourrir tout seul, le réchauffement de la planète. Un exemple facile, par exemple, on sait que les pôles, présentement, ont commencé à fondre. Et dans ces pôles-là, dans le pergélisol du nord de la planète, entre autres, il y a des quantités phénoménales de méthane, qui est un gaz à effet de serre des dizaines de fois plus efficace que le CO2 pour réchauffer la planète. Et on sait que si ça commence à se libérer, ces gaz-là, le climat va s'emballer parce que non seulement la température va monter beaucoup, mais ça va faire fondre davantage encore le pergélisol qui va libérer encore davantage de méthane et donc ça va encore augmenter. C'est des boucles de rétroaction comme ça qui sont dramatiques et il ne faut pas atteindre ces seuils-là. Ce qui fait qu'après 1,5, ça ne veut pas dire que ça va être 1,6, ça va peut-être rapidement être 2, 3, 4, 6, 8. On ne sait pas où est-ce que ça va arrêter honnêtement parce qu'on ne l'a jamais vécu. La planète ne s'est jamais réchauffée à une telle vitesse. Puis en même temps qu'on parle de changement climatique, de crise climatique, c'est la même affaire pour la biodiversité. Moi, quand j'ai commencé à enseigner il y a 30 ans, j'expliquais à mes élèves, si on ne change pas nos façons de fonctionner sur la planète, on se dirige vers une vague d'extinction massive. Bien, il a fallu que je change mon discours. Maintenant, ce que je dis, c'est on a les deux pieds dedans. On a démarré la 6e vague d'extinction massive qu'a connue notre planète. Puis c'est la première fois que c'est une espèce vivante qui crée ça. Les humains, c'est jamais arrivé avant. Avant, c'était des aires glaciaires, des météorites, là. Et c'est la première fois que ça va si vite. Et là aussi, on a peur à un écroulement. On pense que d'ici 2050, on va avoir perdu de 25 à 50 % des espèces actuelles. Puis ça veut pas dire que ça s'arrête après ça. Fait que non, c'est pas vrai que les choses sont si lentes que ça. Et moi, si on m'avait dit à 30 ans, tu vas vivre ces effondrements-là si on fait rien, j'aurais dit, ben là, faut pas virer fou, là. Non, on est capable de changer ces choses-là, le climat puis tout, mais pas à cette vitesse-là. Oui, à cette vitesse-là, c'est très, très rapide. Fait que les gens qui disent « Oh non, moi, ça me touche pas, l'éco-anxiété puis tout ça », ces gens-là devraient peut-être commencer à en faire. Ça, puis après ça, venez voir le mort dont on va parler. C'est ça. Mais l'éco-anxiété, on dirait que c'est un terme qui est apparu relativement récemment, mais j'imagine que ça existe depuis un bout. Je sais pas, tu peux en parler un peu, l'éco-anxiété.
J'avais vu que tu as fait une vidéo avec ma TV, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je me mélange. J'ai vu une autre vidéo, je m'excuse. C'est pas grave. Un flash. Mais c'est parce que j'écoutais 2-3 affaires. Puis j'avais vu que tu avais fait une vidéo pour ma TV aussi, je pense, l'année passée. Ben, je sais pas nécessairement quelle vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur l'éco-anxiété. Ouais, c'est ça. Fait que c'est peut-être que j'ai mélangé 2 affaires. Mais ouais. C'est un terme, on dirait, qui est arrivé récemment. Je sais pas si tu peux en parler un peu. Ben, qui est arrivé récemment, je connais pas le background. On dirait qu'on entend parler, là, que les gens font « Ah ouais, je fais de l'éco-anxiété. » Finalement, il y a de plus en plus de gens qui s'identifient à ça. Ça me stresse, là. Oui, puis tu sais, encore une fois, c'est ça, c'est normal. Je pense que c'est de plus en plus documenté. Là. Moi, je connais des gens qui étudient dans ça, dans la psychologie, mais aussi qui ont parti des organismes communautaires qui vont parler d'éco-anxiété. On est rendu là. Puis moi, ce que je trouve fascinant puis un peu désolant, c'est que quand on parle d'éco-anxiété, on pense que c'est que les jeunes qui en font, là, mais je dirais que c'est pas mal tout le monde. Là. Moi, je milite avec des gens de tous âges, puis je trouve que tout le monde se sent un peu désemparé face à la crise climatique. C'est pas propre au fait d'être jeune, c'est juste une réaction normale au danger dont Martin parlait il y a quelques minutes, tu sais. Puis aussi face à l'ampleur de l'inaction des gouvernements, il y a des gouvernements plus locaux comme des municipalités qui, eux, sont plus capables d'agir, à mon avis, puis qui ont des bons leviers pour poser des gestes concrets. Mais c'est quand même difficile des fois là, de comprendre tout ça. Puis aussi, tu sais, les niveaux d'émissions de GES. Donc, quand on parlait de la COP tantôt, qui est la grande conférence internationale, bien là, on signe des accords sur des degrés de réchauffement qu'il ne faut pas dépasser, des cibles de GES. Tout ça, c'est quand même technique. Mais c'est surtout quand le citoyen moyen va regarder une cible comme faut réduire de 37,5 de 40 de 55 ça, tu sais, c'est des chiffres. Tu sais, c'est quand même pas mal. Puis quand tu regardes dans les faits, la réduction qui a lieu, il n'y en a presque pas. Puis ça augmente au contraire. Là. C'est ça. Puis c'est peut-être c'est anxiogène. C'est ça. Puis c'est peut-être que ça participe à l'affaire de comme, tu as l'impression de, OK, il faut réduire de whatever le chiffre là, que ça prend. Mais on va dire 50 juste pour la forme. Là, mais c'est OK, 50 OK. Là, le gouvernement fait rien. C'est OK, mais moi. Ça change quoi? Là, je mets mes affaires dans le recyclage, puis là, j'apprends en plus qu'il y a des affaires qui vont peut-être pas au recyclage finalement. Puis là, tu fais OK, mais ça change quoi, mon petit bout, tu sais, je sais pas. Oui, c'est parce que la société, en ce moment, il y a beaucoup de messages qui est véhiculé pour te faire comprendre que le problème, c'est toi. Individuellement. Ouais, c'est ça la fin. Puis ça, c'est un discours que les pétrolières ont mis de l'avant pour mettre la responsabilité sur les individus. Sans faire, c'est ça. Puis, c'est clair. Puis ça fait en sorte que n'importe qui va se sentir coupable de prendre sa voiture, n'importe qui va se sentir coupable de faire tous les gestes qu'on sait qu'il faut faire. Mais à un moment donné, c'est comme, à force de tout le temps mettre le poids sur les épaules des individus, on déresponsabilise les gouvernements. Puis en fait, le problème, c'est davantage que la façon dont la société est construite, c'est qu'on est dépendant aux énergies fossiles. C'est ça qui fait augmenter le réchauffement planétaire. Ce qu'on a besoin, mais ça, c'est une autre branche de tout ça, mais le transport, là, dans le sens que au Québec, puis en Amérique, je pense que, en tout cas, ça, c'est ma vision de l'affaire, comparativement en Europe, qui sont tellement de monde en peu d'espace, qu'ils ont développé peut-être plus rapidement, plus efficacement des transports communs, mais ici, on dirait que, on parle tout le temps de la distance, on a un plus grand de mettre des systèmes d'autobus de patente. Je suis sûr que ça c'est faisable, mais dans le sens, c'est un peu plus de coût aussi qui vient avec ça, du fait qu'on est moins de monde étalé. Je sais pas si ça ajoute aussi un peu de pression de comment on est obligé de prendre l'auto parce que des fois, c'est compliqué. Tu sais, moi, j'habite à Verdun, je travaille à Châteauguay. Il y a un système d'autobus, mais qui est comme pas flex, c'est ça, qui est pas tant régulier dans les heures. Puis je fais quoi, tu sais? Puis le danger, comme disait Marianne, c'est de laisser reposer ça sur les épaules des individus. Ouais, de moi, parce qu'on a l'impression que ce sont des choix individuels. Alors que quand on prend du recul, puis on regarde comment ça se fait que ça s'est construit comme ça, disons, en Amérique du Nord, nos villes, nos banlieues, puis tout ça, bien, on se rend compte que les départements d'urbanisme des universités étaient directement financés
par GM, Ford et compagnie. Par la bande, les pétrolières. Par les pétrolières, pour pouvoir concevoir des modèles de société où l'automobile est au cœur de l'économie. C'est pas des choix individuels, cela, là. C'est des choix de société qui ont été faits. Nos villes ont été construites en fonction de ça. Et maintenant, nous, on se fait, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai mon auto, je me sens pas bien. C'est sûr que si on laisse reposer toutes les transformations sur les épaules des individus, c'est invivable. Et puis c'est pour ça qu'il faut que des groupes comme le Mouvement d'action régionale en environnement, qu'on appelle le MAR, se construisent un peu partout. Il faut briser l'isolement des personnes. Il y a très peu de gens présentement au Québec, disons, qui sont pas au courant que ça va pas bien sur la planète, là. Mais quand tu sens que tu n'as aucun pouvoir, à part amener ton petit bac de compost au chemin, puis un petit peu de récup, puis tu sais qu'il y a une grosse partie de cette récupération-là, de toute façon, qui va se retrouver aux déchets ou qui va être garochée dans des pays où les règles environnementales sont beaucoup moins sévères et où là-bas, ben, quand il y a du plastique, puis tout, puis ils savent plus quoi faire avec, ils le brûleront, comme si ça n'avait pas un impact sur toute la planète après. Puis c'est plus notre problème, c'est plus notre recyclage à nous autres. Ben oui, mais on le sait un peu, ça, tout le monde. On fait quoi après si on est seul? Ça marche pas. Le problème est un problème de société. C'est un problème économique. Le capitalisme a carrément créé cette catastrophe-là vers laquelle on s'en va. Puis c'est pas vrai que c'est le seul modèle économique avec lequel l'humanité peut fonctionner. La recherche du profit sans arrêt, la recherche de sans arrêt consommer davantage sur une planète qui, elle, grossit pas. T'as pas besoin d'être un prix Nobel en mathématiques pour comprendre que ça a une limite à un moment donné, que ça peut juste stopper, que ça va arrêter. Et puis, si le problème est un problème de société, ben la solution va venir aussi de la société. Puis la société, c'est les individus, c'est les citoyens, mais qui se mettent ensemble et qui poussent sur les gouvernements. Parce que les gouvernements ils se font pousser solidement dessus par les pétrolières, par les minières, par les forestières, par les entreprises là, qui veulent qu'on consomme. Puis moi, je connais pas un politicien qui se lève le matin en faisant je me lève maintenant pour détruire le monde. Tu sais, il y a besoin d'aide, cet individu-là, s'il se lève comme ça le matin, c'est pas normal. Ces gens-là font ce qu'ils peuvent, mais sont soumis à des pressions qui n'ont aucun sens et sont dans un modèle où on dit sans arrêt, il faut relancer l'économie. La pandémie a mis l'économie à terre, il faut relancer l'économie. L'environnement, on en parlera un peu plus tard, on va faire de l'économie verte, là, mais il faut surtout faire l'économie. Ouais, et les individus se retrouvent seuls. C'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble et unir les forces. Oui, bien, rentrons là-dedans. Tout pointe à ça. Puis tu le disais tantôt là, que ça va venir des gens de plus petite instance que mettons la COP, tout ça. Donc, la MAR a été créée. C'est un mouvement citoyen, c'est ça, c'est pas un organisme. C'est comment ça fonctionne, en fait. Là. Ça a commencé en 2019, qu'on disait tout à l'heure, avant hors d'onde. Fait quoi, le MAR, c'est quoi? Le mouvement? Bonne question. Ben, dans le fond, le MAR, c'est un mouvement citoyen, comme tu as dit. Puis, ben, composé de toutes sortes d'individus qui, justement, se sentaient impuissants puis qui ont envie d'unir leurs forces. Là. Donc, puis la variété, ce qui est fun avec le MAR, c'est qu'on travaille sur tout plein de sujets parce que, comme on a dit tout à l'heure, l'environnement, c'est large, ça touche à tout. Puis, ben, nous, ça nous tente de travailler sur plein d'affaires en même temps. Donc, puis c'est aussi d'être dans l'action parce que on parlait d'éco-anxiété tout à l'heure. Quand on se sent impuissant, quand on se sent éco-anxieux, la meilleure façon de combattre ça, c'est de se mettre en action. Personnellement, pour moi, c'est ça qui fonctionne à tous les jours. Parce que sinon, je deviens très anxieuse par rapport à ce qu'on a dit tantôt. C'est ça. Là, on veut pas de trigger. Là, présentement, on est là. Ça va pas bien. Oui, mais pour vrai, ça change vraiment une vie que de se mettre en action puis de travailler avec d'autres. Puis moi, c'est ça qui me fait du bien en étant dans ce mouvement-là. C'est vraiment comme de voir qu'ensemble, on est capable de faire des projets qui changent les choses. Puis oui, c'est à petite échelle, mais il y a plein d'autres gens partout qui font la même chose. Puis au final, ça a le potentiel de faire bouger les choses puis de faire en sorte qu'on arrête d'être pris là-dedans puis de se dire genre « ça marchera pas » puis comme... Fait que pour moi, c'est beaucoup ça. Mais peut-être je laisserai Martin compléter sur qu'est-ce qu'est le MAR puisque c'est un peu un des piliers qu'il a commencé. Ben c'est ça a germé comment? C'est comment qu'il y a eu la petite lumière de comme faut faire de quoi? En fait, c'est des hasards de gens qui se connaissaient pas plus que ça.
qui ont fini par s'installer. Il y a 2 ans et demi à peu près, c'est 5 personnes qui, autour d'une table, se sont mis à jaser un peu, puis faire ça. Puis d'ailleurs, les questions d'environnement, puis tout ça. Puis on va suivre des formations pour nous dire comment ça va mal sur la planète. Puis après ça, on s'en retourne chez nous, puis on se met en petite boule en faisant « Mon Dieu, il n'y a rien à faire. » Puis bon, là, j'ai mis mon bac de compost au chemin, c'est fini. Là, j'ai fait ma part. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Puis on s'était dit, on va démarrer à petite échelle. On va partir une campagne d'action ou 2 dans notre région dans la première année. On est 5. Si on est capable de grossir un peu les rangs, là, puis avoir quelques membres de plus d'ici à la fin de l'année, ça serait le fun. Là. Puis on va proposer notre aide. On va proposer notre aide c'est ça que j'aimais à des individus qui ont des idées ou qui ont des problèmes, du genre, il y a un bulldozer qui débarque dans le boisant en arrière de chez moi. Ouais. Je pensais que c'était protégé, moi, puis il y a des espèces incroyables là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais rien là-dedans. Venez m'aider. D'autres personnes qui avaient des projets extraordinaires, genre j'aimerais ça créer une forêt nourricière, mais moi je suis formé en horticulture puis tout ça, mais monter des budgets, aller rencontrer des villes, je connais rien là-dedans, je sais pas par où commencer, puis on va aider des individus. On va aussi aider des organismes qui existent déjà, qui luttent depuis des fois des années, des décennies, avec des fois des budgets minables et qui sont à bout de souffle, souvent isolés justement, et on s'est dit, on va juste offrir notre aide. Et puis c'est devenu complètement dingue parce que dans les grandes villes, Montréal et compagnie, il y a des plus grosses ressources environnementales. On pense à Greenpeace, à Equita, à la Fondation David Suzuki. Il y a des grosses machines, mais ces machines-là sont beaucoup moins présentes dans les régions. Puis là, je suis pas en train de dire qu'on est au Nunavik, nous autres. Là. On est dans Montérégie, là, autour de Montréal. Mais déjà, c'est beaucoup plus vide, ces plus grosses organisations-là qui pourraient relier les individus puis les plus petits organismes. Fait qu'on s'est dit, on va donner un coup de main. Et c'est devenu complètement fou ce qui s'est passé. Là. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, on est passé de 5 membres à pas loin de 400 membres. C'est pas tous des gens qui sont actifs directement avec nous autres, là, mais il doit y avoir au moins la moitié de ces gens-là qui se sont impliqués d'une façon ou d'une autre avec nous depuis 2 ans et demi. On a maintenant 2200 quelques abonnés Facebook, donc une grosse visibilité. Et dans la première année, alors qu'on s'était dit qu'on allait faire peut-être 2-3 campagnes d'action, on en a fait pas loin d'une 30aine. Okay. Quand on s'est arrêté et qu'on a fait le bilan, on a fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est incroyable. Puis là, vous avez fait ça à 5? Ben non, justement. Ça aurait été complètement impossible. C'est parce qu'il y a des gens qui sont venus demander de l'aide. Et quand ces gens-là demandent de l'aide, ils se rendent compte que le mort, c'est pas juste du monde qui déprime en faisant la fin du monde s'en vient. C'est au contraire du monde qui a du fun. Quand on a fait des parties incroyables dans le temps où on avait le droit avant la pandémie. Alors, on va recommencer bientôt, j'espère. Puis même nos rencontres en ligne, c'est bien rare qu'il n'y a pas plein d'éclats de rire au travers de ça. Parce que c'est le fun, justement, de se retrouver ensemble, de voir qu'on fait avancer des affaires, qu'on a plusieurs gains, on a gagné plein de choses en 2 ans et demi. Et qu'on est capable de faire progresser ce mouvement-là à une vitesse que jamais on n'aurait cru possible. Ce qui fait que les gens qui venaient demander de l'aide, souvent, ils restent avec nous autres après. Et ils continuent de travailler avec nous autres. Puis finalement, quand quelqu'un, tout d'un coup, a une question, j'ai besoin de telle chose, on a l'air des petits génies, on a toujours la réponse. Pas parce que nous autres, on l'a, mais parce qu'on fait, moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça à telle place ou qui est formé dans tel domaine. Attends, donne-moi 2 jours, je te reviens avec la réponse. On a créé un réseau d'entraide, de lutte, qui est vraiment bien excitant pour moi. C'est ça, pendant un mouvement de même citoyen, c'est ça, c'est que ça te permet d'avoir du monde qui ont des études différentes, peu importe c'est quoi. Puis là, quelqu'un, quand moi, je connais ça, l'urbanisme, fait que je connais les règles, les trucs de municipalité, je vais aller lire ça. Fait que tu dis, j'avoue que ça peut aider. Mais dans le fond, on dirait de là, je vois ça de l'extérieur, c'est comme une gang, vous êtes comme un regroupement de bénévoles, une force. Un peu comme des mercenaires. Là. C'est comme, il y a quelque chose là, on envoie une gang, Les mercenaires se font payer, par exemple. Nous autres, on va tous des bénévoles. On est un peu niaiseux là-dessus, on ne fait pas d'argent. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que vous êtes capable de balancer des gens un peu partout, là, tu sais. Puis toi, tu t'es joint
Comment? T'en as entendu parler comment, en fait? J'en ai entendu parler sur Facebook. OK. Pour de vrai, j'étais vraiment surprise parce que dans le fond, le mort a démarré à Coteau-du-Lac, qui est la ville où moi j'ai grandi. Okay. Je connaissais pas Martin, je connaissais pas les autres membres non plus. Je me suis pointée là un soir parce que c'est vrai que quand tu as envie de faire quelque chose, tu sais pas par où commencer. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Fait que là, j'étais comme, il y a un groupe environnemental pas loin de chez moi. Je savais pas. OK, je vais y aller, c'est pas loin. Je suis allée. Puis là, j'ai rencontré des gens qui sont encore impliqués dans le mort aujourd'hui. Puis j'étais comme, c'est le fun, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Puis je suis restée, puis j'ai vraiment trippé, là. C'est fun de faire partie de ce mouvement-là. Puis ce qu'on disait, tu sais, sur le bénévolat, on est un mouvement qui est entièrement bénévole. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de gens. Mais c'est ça aussi, c'est que le travail en ce moment qui veut pousser vers le changement, c'est un travail bénévole. Puis je pense que il faut agrandir ces cercles-là, il faut aller chercher plus de gens pour qu'on soit pas vu comme, tu sais, c'est pas extrême, c'est pas mercenaire de vouloir faire quelque chose pour l'environnement. Avec humour. Je faisais ça pour rire. Mais au contraire, c'est parce qu'on veut se battre pour la collectivité, on veut se battre pour les gens autour de nous, pour les espèces vivantes. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent là-dedans, mais qu'on veuille agrandir ce mouvement-là, je pense que c'est ça qu'on doit chercher aussi. Puis là, bénévolement, on a quand même des petites limites parce que souvent, tu fais ça en dehors de tes heures de travail. Puis là, il y a des questions d'épuisement qui peuvent venir. Nous, la méthode qu'on a trouvée, c'est qu'on travaille en équipe puis on se répartit ça du mieux qu'on peut. Donc, on organise les réunions, on fait des rotations dans les personnes qui animent les réunions, les personnes qui prennent les notes, on essaie de répartir ça. Mais c'est une recette qui est des fois difficile à appliquer. Fait qu'il faut essayer de rendre ça populaire puis de faire en sorte que dans plusieurs villes, tu vas avoir des citoyens qui vont avoir envie de s'impliquer puis qui vont avoir du fun à le faire aussi. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, ça fonctionne un peu comme quoi une démocratie directe, là, dans le sens que c'est pas comme un organisme, mettons, qui a un CA avec une direction de permanence, mais c'est ça, fait que ça fonctionne comment, mettons, un peu les prises de décision, je sais pas, là, c'est ça, c'est comme la démocratie directe, vote peu, je sais pas. C'est pas clair ou je suis pas clair. C'est pas clair, c'est vrai. Non, effectivement. On est là pour ça. Oui. Comme on n'a pas de CA, on n'est pas un organisme à but non lucratif, notre façon de fonctionner, c'est tout simplement, on fait des rencontres publiques qui maintenant, la plupart du temps, sont en ligne à cause de la pandémie. Et les gens qui sont présents sont là pour prendre les décisions sur nos différentes campagnes d'action. Est-ce qu'on appuie tel groupe? Est-ce qu'on va donner de l'aide à tel autre groupe? De quelle façon on enligne telle stratégie? Et on fonctionne pas par la démocratie habituelle, c'est-à-dire le vote de la majorité l'emporte. On travaille par consensus. Ce qui a l'air, c'est impossible, il va toujours avoir quelqu'un qui va s'opposer à ça, puis vous avancerez jamais. Bien là, ça fait 2 ans et demi, puis je pense que les gens qui nous disent qu'on n'avancera pas, ils ont raté leur coup un petit peu, là. Puis c'est pas vrai que quand quelqu'un s'oppose à quelque chose, on est obligé d'entrer dans un débat où c'est moi qui ai raison, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. C'est plutôt l'inverse. C'est « OK, toi, t'es pas d'accord, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que t'es pas à l'aise avec ça? » Ben, telle chose me fatigue. Hey, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Mais si on faisait telle autre façon à la place, ben oui, là, j'embarquerais. Ça nous permet d'améliorer nos façons de fonctionner et de garder une solidarité qui est géniale. Il n'y a pas de gens qui se sentent exclus là-dedans en faisant, moi, je pense un peu différemment, fait que je suis tout le temps à côté puis je perds mes votes. Il n'y a pas de ça. On a une structure qui prévoit que si jamais ça bloquait tout d'un coup ce système-là, que la réunion d'après, on ferait un vote là, pour qu'on puisse quand même avancer. Mais on n'a jamais eu besoin d'en faire 2 ans et demi, fait que c'est pas quelque chose qui est bien, bien fréquent. Et pour la petite poutine quotidienne, là, parce qu'il y a quand même des décisions, des fois, qui doivent se prendre vite, qui ne sont pas des grands enlignements de notre organisation. Là. On a un petit comité qu'on appelle le comité de communication qui va prendre les décisions plus rapides, puis qu'après ça, la rencontre suivante va dire « Hey, ça allait vite, on a décidé telle chose. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous nous le direz, là, puis on se réajustera. » Mais ça aussi, ça fonctionne très bien pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Mais ça évite peut-être des pushs de pouvoir dans le sens que tout le monde... S'il y a une personne qui fait « je suis pas à l'aise dans cette patente-là pour telle raison », ça l'ouvre un dialogue au lieu que ce soit comme une gang qui fait comme
qui prend le pouvoir, les votes, la patente. Ah oui, puis il n'y a pas de question de pouvoir. Non, là, c'est ça. Dans notre gang, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a rien de ça. Ce qui est au contraire, c'est si tu veux t'impliquer, vas-y avec l'énergie que tu as, puis avec le temps que tu as. Puis si tu veux t'impliquer plus, oui, tu prends plus de place, là, puis c'est pas un problème. Là. Tout le monde peut prendre la place qu'il veut aux morts. Allez-y, on manquera jamais. On en veut de l'énergie du monde. Là, c'est ça qu'on cherche. Puis tu disais une trentaine de 30... projet là, dans première année. Oui, puis ça continue la deuxième année. Hein. Je ne sais pas si tu veux jaser un petit peu de la présentation de David qu'il a faite avant Noël sur le bilan. Malgré la pandémie, c'est ça qui est vraiment agréable puis qui est le fun aussi, c'est qu'on a réussi à en faire des projets puis on a réussi à garder cette atmosphère-là d'implication qui est le fun pour les citoyens. C'est sûr que là, le bilan de l'année 2021, dans ma tête, c'est peut-être un peu loin, mais on en a fait des projets puis on a impliqué les municipalités aussi dans une certaine mesure. On va se présenter sur place pour parler d'enjeux qui nous inquiètent. Puis on va aller chercher d'autres groupes. Des fois, on va aller chercher d'autres expertises. On va essayer de rassembler les gens le plus possible. Puis je pense qu'en 2021, on a quand même réussi à le faire dans des circonstances qui étaient difficiles. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur eux. Oui, il y a un petit bilan qui s'est fait dans une de nos rencontres juste avant Noël où on se disait, on va juste nommer puis décrire une minute ou deux, là, qu'est-ce qu'on a fait en 2021. Puis le gars du Mort qui a fait ça, il s'appelle David. Il s'est excusé à la fin parce que ça a pris 1h15. Puis là, il a dit, je suis désolé, ça a été tellement long. Puis là, on était tous, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On a fait ça dans la dernière année. On est en pandémie. Même nous autres, on est au cœur de tout ça. Puis on s'en rend pas compte tellement il y a des choses qui se passent un peu partout. Là. C'est ça. Puis tantôt, Marianne disait, on arrive à unir beaucoup de groupes. On est en train présentement, on a déjà fait des demandes à plusieurs MRC de la région, puis on est en train d'en faire à d'autres MRC. Puis on demande aux groupes qui travaillent avec nous de signer nos demandes pour nous appuyer. Là, il va y avoir quelque chose comme 22 groupes environnementaux qui vont être sur notre communiqué pour les MRC. Fait qu'on est loin d'être tout seul. Là. On a réussi en très peu de temps à s'allier l'énergie, la force, la collaboration de plein de groupes environnementaux dans la région. C'est assez génial. On se trouve bien chanceux de pouvoir vivre ça. Puis peut-être juste... expliquer le Mort, parce qu'on s'en était parlé un peu au téléphone, mais vous êtes positionné où? Parce que ça, comme vous êtes étendu tranquillement autour de Montréal, mais c'est ça. De plus en plus, là, mais le territoire du groupe citoyen, c'était Montérégie, Vaudreuil-Soulanges, un peu Beauharnois, Salaberry. Il y a des gens qui sont arrivés dans nos réunions, qu'eux, ils habitaient davantage sur la Rive-Nord, même à Laval. Puis là, au début, on était comme, ces gens-là sont pas nécessairement dans le territoire dans lequel on agit, mais... Pourquoi pas? Ils veulent participer à des projets, accueillons-les. Puis on a vu que finalement, les problématiques qui sont vécues ailleurs ressemblent un peu à celles que nous, on vivait. C'est-à-dire que dans le sud du Québec, un sujet sur lequel le Mort a beaucoup travaillé, c'est la protection des milieux naturels. Parce que il y a beaucoup d'étalement urbain au Québec. C'est-à-dire qu'on construit les villes, on les agrandit. Puis souvent, ça fait qu'on va couper des forêts, qu'on va assécher des milieux humides. Puis ça apporte toutes sortes d'impacts parce que finalement, ça nous apporte des bienfaits des milieux naturels. Donc là, il y a des gens qui se sentaient prêts à travailler là-dessus avec nous. Puis on a réussi à travailler beaucoup à la protection des milieux naturels dans la dernière année. Puis c'est le fait qu'on ait trouvé des gens qui habitaient loin du territoire où est-ce que nous, on était, ça nous a comme un peu renforcé finalement parce que ça permet de voir que t'es pas seul. On revient toujours à ça, mais c'est quand même ça le challenge, puis de prendre le pas de plus, d'aller voir des décideurs ou d'aller voir des gens dans sa communauté pour dire « Hey, tu sais, moi, j'aimais ça, aller me promener dans la forêt il y a quelques années, puis là, et puis là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça, pour pas que ça arrive à d'autres places, puis qu'il y ait d'autres gens qui soient touchés par ça? Exact, parce que si on rase, tu sais, comme à Châteauguay, ça fait des années qu'on parle ici là, de la forêt, là, à Châteauguay-Léry, là. Écoute, moi, ça fait 10 ans que je travaille ici, puis je pense qu'il en parlait avant ça. Là. Puis des fois, c'est comme, je pense que c'est réglé. Finalement, non, il y a une autre gang qui arrive, on veut raser. Bon, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais je veux dire, cette forêt-là, c'est une des grosses qui reste autour de Montréal, en tout cas, là, devant la ceinture. Puis
je veux dire, tu sais, mettons, Héritage Saint-Bernard qui font un merveilleux job de conserver ça. C'est un attrait touristique. Tu sais, c'est comme un joyau d'avoir ça, de pouvoir habiter, de dire, je vais aller prendre une marche. Puis, tu sais, ce qu'il disait un peu, pour rejoindre avec ça, c'est que quand le monde essaie de la défendre, c'est de dire, mais tu sais, OK, elle est à Châteauguay, mais il y a tout le monde autour de la MRC, puis même un peu plus loin, qui peuvent venir marcher là, qui peuvent venir profiter de ça. C'est pas juste une question de la ville de Châteauguay, ça touche tout le monde. Puis un des groupes qui est en contact avec le mort, c'est le groupe SOS Fernand-Séguin. Ouais, j'ai vu souvent en entrevue. Oui, puis c'est dramatique, effectivement, à quel point c'est peu protégé dans la région ici. On parle de 43 hectares de forêt de protéger sur 1000 hectares à peu près qu'il faudrait protéger pour ce corridor-là vers de Châteauguay-Léry. Puis là, on peut dire, ça veut dire qu'il reste encore en masse de forêt, là, disons dans notre MRC de Roussillon. Non, non. Le couvert forestier qui est nécessaire pour que les écosystèmes soit en équilibre puis que ça fonctionne, là, c'est 50 de couvert forestier. Et à partir de 30 on considère carrément que c'est un seuil qui est critique et on est en train de travailler à l'effondrement de la vie dans cette région-là. Ben, dans Roussillon, on n'est pas à 50 puis on n'est pas à 30 on est à 13 Donc, tout ce qui reste de forêt, il faut travailler à le protéger et il faut reboiser. On n'a pas le choix, ça fait partie de ce qu'il faut construire. Et tantôt, Marianne disait, il y a des gens un peu partout avec qui on s'est retrouvés en contact. Ces gens-là sont beaucoup venus souvent demander de l'aide parce que ça n'existe pas, justement, des organismes comme le Mort en région. C'est pour ça qu'on s'est étendu tellement rapidement, qu'on est maintenant dans la MRC de Roussillon, qu'on est à Bornois-Salaberry, qu'on est à Vaudreuil-Soulanges. On travaille maintenant à Deux-Montagnes aussi. On commence à travailler avec des gens aussi de Haut-Saint-Laurent puis des jardins de Napierville. Et ça s'étendait tellement qu'il y a même un nouveau mort l'année passée qui est né, qui s'appelle Mort Laurentide. Parce qu'on s'est dit, là, ça va faire. Là, on peut quand même pas s'étendre à l'infini. Mais on pourrait peut-être donner notre recette à d'autres personnes. Puis leur dire, on va vous donner un coup de main pour que vous puissiez partir se voir comme des chapitres. Là, on n'est pas les Hells Angels, hein. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est ça. Mais ouais, parce que maintenant, il y a ça l'idée, tu sais, comme on disait, c'est les mouvements citoyens, on part dans des petites affaires, mais que là, si le mort devient, mettons, partout au Québec, là, ça fait qu'il y a je sais pas combien de 1000 personnes qui votent, là, ça devient comme l'espèce de le chaos, c'est comme comment là on gère le volume de gens, de projets, de patentes là, en étant bénévole. C'est là que le casse-tête grossit. Là. Parce que déjà, comme vous êtes dans le coin ici, puis il manque pas de projets, fait que c'est ça, les gens pourraient... Mais tu sais, c'est ça, c'est que si tu dis, ben, que ce soit par MRC ou par petite sous-région de patentes, ben, mais que tout le monde... comme un comité global, puis après ça, on pitch les forces, ou tu sais, ne serait-ce que la gang des Laurentides, faire là, il y a une grosse affaire, on aurait besoin de support, ben là, les autres, on a-tu le temps? Oui, on y va, clac, ça peut être intéressant, là, ça amène une flexibilité de se déplacer, d'amener un pouvoir aussi, d'avoir plein de gens en arrière, comme, ouais, non, on n'est pas dans ce qui se passe. Puis ouais, puis ça nous permet aussi de s'allier avec d'autres groupes parce qu'on n'est pas seul là-dedans. Non, des fois, il y en a des groupes qui sont là depuis des dizaines d'années. Nous, ça fait relativement peu longtemps, mais ça nous a permis de joindre nos forces à d'autres causes. C'est ça. Tu sais, le mouvement écologiste ou ouvert ou environnemental, il y a plein de mots pour le décrire. Là. C'est quand même un mouvement qui est présent partout de différentes façons. Fait qu'on trouve des terrains d'entente, puis on dialogue, puis souvent, nos causes sont communes, puis c'est pas long qu'on est d'accord, tu sais, parce que on parlait de la protection des milieux naturels, ben il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est plutôt évident qu'il faut sauver les milieux naturels parce que c'est la responsabilité de tout le monde en 2021. Là. En 2022, on est rendu en 2022. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, c'est quand même... T'sais, on a réussi à créer des alliances un peu, puis ça, c'est le fun aussi. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis ça prend des gens, justement, comme M. Turcotte là, de SOS Fernand-Séguin, que j'ai rencontré plein de fois à travers les 10 ans que je travaille ici, mais parce qu'en même temps, moi, ce qui est fou, là, mettons, il y avait le fameux 17 protéger les forêts ou les aires naturelles là, qui arrivaient dans... C'est comme si ça descendait les paliers gouvernementaux. Puis là, ça arrive, OK, ben au MRC des municipalités, protéger 17 ça fait, OK, mais quel argent? C'est pas les villes, ils ont les mains liées parce que c'est comme, ben, on est comme barré. Nous autres, on peut juste prendre l'argent des taxes de maison, mais comment tu veux qu'on lève l'argent pour acheter comme... Je trouve des fois, ils se dédouanent facilement, le gouvernement, de faire comme ben, protéger 17, puis ils passent en bas. Mais nous autres, on a donné l'ordre, là, mais ça se fait. Là, encore une fois,
Premièrement, il faut que les citoyens mettent de la pression partout. Ouais, On sait que la pression est venue d'en haut un peu avec le gouvernement du Québec qui a finalement décidé de protéger pas loin de 17 % mais en s'assurant que ça touche pas aux minières, que ça touche pas aux forestières, le plus au nord possible, il n'y a presque pas d'arbres, alors que les 84, je pense, projets d'air protégés sur lesquels des citoyens partout travaillaient ont comme été mis de côté en faisant on va faire ça plus tard. Ben, je parlais tantôt des demandes que le maire est en train de faire au MRC, ça fait partie de nos demandes. Nous, on demande aussi le 17 % ici pour 17 % dans le nord, 17 % ici, on va se rapprocher du 30 % là, qui devrait être atteint en 2030, puis il ne sera pas. Mais il faut mettre de la pression. Et souvent, les élus ne sont même pas au courant des pouvoirs qu'ils ont pour être capables de protéger les milieux. Puis nous autres, on disait tantôt qu'on s'est étendu tellement vite que des fois, on n'arrive plus à aider tout le monde. Ben, on a monté ce qu'on appelle le guide citoyen de protection des milieux naturels, ce qui fait qui est sur notre site web. Ce qui fait que quand quelqu'un est bien loin de chez nous puis a besoin d'aide, ben, des fois, on commence par lire ça. Il y a là-dedans des infos sur c'est quoi les différents trucs pour protéger les milieux naturels. Et on se rend compte que souvent, même les villes, les municipalités ne sont pas au courant des pouvoirs qu'ils ont, des possibilités qu'ils ont de protéger parce qu'ils ne sont pas spécialisés là-dedans. C'est pas parce qu'ils sont pleins de mauvaises intentions. Là. C'est nouveau souvent pour eux autres, tout ça. Fait qu'il y a de la conscientisation à faire, même au niveau des élus là-dessus. Oui, ça c'est clair. Mais on a parlé tout à l'heure beaucoup de réalisations, mais concrètement, c'est quoi des trucs que vous avez fait ou peut-être que toi, tu as planché un peu, je sais pas, des projets que vous avez appuyés, là, des trucs qui viennent en tête. Là, je sais que vous en avez fait plein, là, mais je sais pas, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête, un truc que tu as fait? Ah, ça, c'était un truc auquel j'ai beaucoup aimé, là, je sais qu'on parle beaucoup de protection des milieux naturels, mais on a participé à une consultation publique du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Dans le fond, ça, c'est quand les citoyens le demandent, ben il peut avoir une grande consultation pour un projet. Puis là, les citoyens ont l'opportunité de déposer un mémoire, de venir au micro. Fait qu'on a fait tout un travail de recherche à Salaberry de Valleyfield par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé que c'était fun à mener comme projet parce qu'on a réussi à prendre un cas d'espèce qui était l'agrandissement du port, là, dans le fond, de la marina. La marina, oui. C'était un quai fédéral qui est censé être agrandi et des rampes de mise à l'eau pour des bateaux plus gros et plus nombreux. Okay. C'est ça. On a pris ce cas d'espèce-là d'agrandissement de quai fédéral puis tout ça, puis on a regardé l'ensemble des impacts. C'est-à-dire les GES que les bateaux vont émettre, les impacts sur la faune et la flore, dans l'eau, autour, le bruit pour les gens qui habitent autour. Tu sais, quand tu trouves une problématique, tu vois que les impacts sont globaux. Puis moi, j'ai bien aimé ça, travailler là-dessus, parce qu'on était capable de faire un mémoire ensemble au MAR. Puis là, on est arrivé avec nos préoccupations, puis ils ont été entendus. Puis je pense que, tu sais, c'est ça, il faut que les gens ils travaillent dans ce sens-là, parce que c'est pas pour polariser, c'est vraiment pour ouvrir un dialogue sur les choix qu'on a fait comme ville ou comme collectivité, c'est peut-être pas les meilleurs pour la population, pour l'environnement. Là, on a l'opportunité de travailler là-dessus. Ben, travaillons ensemble, puis c'est ça, faisons du changement. Fait que pour moi, le projet du BAP, ça allait dans ce sens-là, puis c'était un beau travail collectif. Je sais pas si tu as d'autres idées à partager de projets qu'on a fait. Juste pour continuer sur ce dossier-là, parce que là, on pourrait dire aussi, mais là, ça veut dire que vous avez bloqué un gros projet, disons, de la ville de Salaberry de Valleyfield. On a bloqué un projet, bloqué. Jusqu'à nouvel ordre, parce qu'en environnement, il faut toujours voir faire des développements tout le temps, là, mais un projet de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et là, on pourrait dire, mais la ville de Valleyfield, il doit vouloir vous arracher la tête, ça n'a aucun sens. Non, on continue d'avoir une très bonne collaboration avec la ville parce que justement, on le fait intelligemment. On travaille pas contre les municipalités. On travaille contre personne. On pense qu'il y a une urgence à protéger tout ce qui s'appelle l'environnement. Et on a pris le temps de discuter avec le maire de la ville. On a pris le temps de discuter avec les ingénieurs qui étaient à la tête de ce projet-là. Évidemment, on n'était pas d'accord sur les enlignements, mais ça s'est fait assez correctement pour qu'on puisse continuer de collaborer sur plein d'autres dossiers depuis ce temps-là. Fait qu'on n'est pas en guerre et en lutte perpétuelle contre les municipalités. On pense que ces gens-là ont un rôle important à jouer, puis que nous, on a un rôle aussi important là-dedans, de les aligner davantage sur le compte environnemental, parce qu'il y a bien du monde qui pousse dans d'autres directions, développement et compagnie, là. Ouais, des fois, c'est ça. Le développement pense à l'argent. C'est espèce de, je vais faire de l'argent, oui, mais c'est pas tant ça. De toute façon, le endgame, là, si tout
tempête, comme dans Don't Look Up, tu te retrouves tout seul sur la planète avec plus rien, ça va, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de militants ou militantes qui, des fois, sur leur pancarte, ça va être écrit « On peut pas boire du pétrole » ou tu sais, c'est dans... Ben oui, c'est gros, mais... C'est grossier, mais l'image, c'est ouais. qu'à la fin, avec ton argent, OK, mais comme il faut quand même... s'assurer que ton l'eau que tu bois est saine, puis que genre tu puisses avoir de l'air pur, que tu n'habites pas dans un endroit qui est pollué. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Ça, c'est une affaire. Au Québec, j'ai l'impression qu'on est très, très gâtés avec l'eau. On a beaucoup de lacs, de rivières. Je pense qu'au Québec, encore plus pour l'eau, on le réalise pas, peut-être pas autant que qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans le monde, même dans des pays quand même développés, là, que l'accès à l'eau n'est pas tant clair. Là. Tu te dis, ben ici, ouais, peut-être nous autres, ça va, oui, mais il y a de l'eau là, partout, mais c'est pas grave. Mais moi, c'est ça, il y a des gains. Je sais que j'avais fait des émissions avec Ambioterra. Puis c'est un autre groupe avec qui on travaille. C'est ça. C'est ça, je me demandais, là, parce que c'est clairement dans votre ligne. Puis j'aimerais ça comme. Parce que là, le temps avance quand même. Tu m'avais parlé au téléphone de justice sociale, que ça alignait avec ça. Je sais pas, on pourrait lancer le sujet. Là, comment ça s'arrime avec la justice sociale? On disait tantôt que c'est difficile de parler des causes environnementales puis d'isoler ça comme dans un petit bloc, comme si ça touchait pas au reste. Non, mais depuis tantôt, on parle un peu de transport, d'habitation, ça touche à tout. Là. Tout ça, c'est interrelié. Puis quand on voit ce que le système économique fait présentement à la planète, on voit aussi ce que le système économique fait aux individus. On voit juste la pandémie, qu'est-ce que ça a créé, là. Les archi-riches de la planète, c'est innommable à quel point leur fortune a explosé pendant la pandémie, alors qu'on sait que les gens les plus pauvres, eux autres, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus dur depuis que la pandémie s'est installée pour eux. Les questions environnementales, c'est la même chose. Les gens qui sont directement touchés par les premiers impacts de la crise climatique, c'est souvent les gens les plus pauvres. On a juste à penser à la pandémie où on sait qu'il y a fort probablement un lien entre le fait qu'on détruit tout ce qui s'appelle écosystème, habitat naturel sur la planète, puis que tout d'un coup, on est plus en contact avec certaines espèces avec lesquelles on ne devrait pas être, écroulement de la biodiversité qui débalance plein d'écosystèmes, et tout d'un coup, surprise, pandémie. Non, on le savait qu'il allait y avoir des pandémies, on ne savait pas quand, on ne savait pas laquelle, on ne savait pas comment ça allait frapper, mais ça fait déjà plusieurs décennies qu'on sait qu'avec ce qu'on fait à notre planète, la pandémie va frapper. Mais c'est qui est le plus touché par cette pandémie-là? Qui meurt davantage de la pandémie? Les gens dans les pays plus pauvres et dans les pays plus riches, ce sont les classes sociales les plus défavorisées qui sont directement touchées par ça. Qui a des problèmes respiratoires plus sévères l'été parce qu'il y a du smog et puis qu'il peut pas avoir son beau petit chalet, lui, dans le nord, et puis qui vit au centre-ville, pas d'air climatisé. Qui est touché par tout ça? Ben, c'est encore une fois les classes sociales les plus défavorisées. Il y a des liens directs tout le temps à créer entre tout ça. Puis c'est pour ça qu'il faut aussi s'allier à d'autres groupes que des groupes environnementaux. Ça fait déjà quelques reprises qu'on a organisé à Valleyfield, entre autres, des manifestations où on regroupait justice sociale, justice environnementale, avec des groupes syndicaux, comme par exemple Coton 46, qui est un groupement de différents syndicats, la Trovep, avec dans notre région, il y a l'OPDS, l'Organisme de protection des droits sociaux, avec qui on travaillait aussi pour dire on peut plus travailler isolé, il faut travailler ensemble, il faut allier nos forces. Puis encore une fois, on n'arriverait pas à créer des manifestations au cœur d'un centre-ville en pleine pandémie. Vous allez être 8, là, on n'est pas à Montréal. Il y avait du monde. Ça marche très bien, ça, parce que justement, les gens font, c'est le fun, on n'a plus juste notre petite lutte tout seul dans notre coin, on peut se mettre avec d'autres personnes, puis on s'en va tous dans la même direction quelque part. Encore une fois, on grossit les forces. C'est pas juste dans notre région aussi, c'est aussi ailleurs. Mettons, si je prends l'exemple de Gatineau ou de Québec, où est-ce qu'il y a des groupes communautaires qui se sont liés aux groupes environnementaux pour faire des manifestations. Ça, c'est quand même inusité, mais c'est ça qui est cool aussi, parce qu'on se rend compte que nos causes s'entrelient, comme Martin l'expliquait. Oui, mais c'est ça. Ça vient tout un dans l'autre, là. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y en a aussi dans plein d'autres villes au Québec. Puis c'est intéressant de voir ces nouveaux groupes-là se former dans la dynamique politique, là. Ah, mais c'est clair. Puis juste comme qu'on parlait d'urbaniste tantôt, là, mais l'idée de créer de raser un gros terrain, de faire que des maisons, mais c'est sûr qu'après ça, tu fais prenez l'autobus. Oui, mais l'autobus passe pas là.
Fait que là, il faudrait que tu prennes l'auto pour te rendre dans un stationnement qui, là, il va déborder. Tu sais, mais moi, ça me rentre pas dans la tête encore qu'on construit des banlieues comme dans les années 50. Ouais. D'avoir un tas de maisons qui a même pas de place pour avoir des petits commerces, des petits trucs locaux, sans avoir, mettons, la grosse épicerie, mais juste à pied, je peux aller... Des services plutôt mais de base. Puis moi, j'habite à Montréal, je suis de Sainte-Martine, originalement, mais j'habite à Montréal depuis un bout, mais l'idée de, je sors de chez moi à pied, quelques petits commerces, une petite épicerie de quartier qui dépanne. On dirait que ça me rentre pas dans la tête, l'espèce de, ouais, OK, mais là, il faut que je prenne mon char pour tout. Fait qu'après ça, c'est sûr que comme on revenait à la pression tu mets la pression de prenez l'autobus, ouais, mais je vais aller au IGA. L'autobus fait pas le lien entre mon quartier puis l'IGA là-bas ou l'autre commerce. T'sais. Fait que c'est clair que là, la pression est. Tu fais, mais je me sens mal de prendre mon char, mais je peux pas ne pas le prendre. Ouais. C'est fait de même, c'est ça. Ben, dans ce cas-là, c'est ça. Il faut approcher les élus. C'est pas facile des fois. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu dises qu'il y a beaucoup de gens qui le font puis qui commencent à poser ces questions-là aussi. T'sais. Puis quand tu parles de justement être dans un quartier plus à échelle humaine où est-ce qu'il y a des commerces plus proches de toi puis tu n'as pas à prendre ta voiture pour aller au IGA à chaque fois, ben il y a tout un mouvement de ville en transition. Puis ça, c'est pas juste Québec ou Canada, là, c'est mondial. Là, puis quand on parle aussi du transport, il y a beaucoup de gens qui veulent démocratiser ça dans le sens où que ce soit plus facile de se rendre aux endroits où on a besoin pour se nourrir, par exemple, à vélo ou à pied, parce que ça a des bienfaits évidents sur la santé. Là. Donc, toutes ces causes-là sont en train de se développer. Puis, il faut pas baisser les bras là-dedans, même si ça a l'air d'un gros système, ça a l'air vraiment difficile de faire changer les choses. Tous les jours, je me dis ça, c'est difficile. Mais quand tu te mets ensemble, t'es capable. Puis tu t'ouvres les yeux sur le fait qu'il y a des gens qui poussent ces causes-là depuis un moment. Il y en a même qui c'est des élus qui le font. Le challenge, c'est plus de changer la vision politique derrière ça. Avec les élections municipales, dans certaines municipalités, il y a eu des personnes qui se sont fait élire qui prônent un peu plus ça. Donc, moi, je trouve que c'est encourageant dans ce sens-là, mais il ne faut pas lâcher parce qu'il ne faut pas assumer que quelques personnes vont changer ça seules. C'est un travail d'équipe. Puis souvent, on va dire, ça, c'est des écolos, puis ils tiennent pas compte des questions économiques. Il faut aussi penser au développement économique. Mais nous, on pense au développement économique, mais à une économie qui peut tenir la route à long terme. Qui fait du sens. Oui, et on parlait tantôt de développement. Là, c'est complètement anarchique présentement la façon dont les développements immobiliers se font dans toute la grande région ici. Et les élus souvent vont nous dire, mais on n'a pas vraiment le choix. Nous autres, c'est quoi nos revenus? C'est les taxes foncières. Donc, il faut développer davantage. Et quand on pose la question, est-ce que vous avez fait un rapport financier pour voir ça allait être quoi les coûts des services puis tout ça à long terme par rapport aux bénéfices? Est-ce que vous êtes vraiment gagnant? La plupart des municipalités n'ont pas ces capacités-là. Ils n'ont pas les budgets, ils n'ont pas les gens qui ont le temps, les travailleurs qui ont le temps de pondre ces rapports-là. Puis nous, on le fait. Pas nous le mort directement, mais on a donné un coup de main à un groupe qui s'appelle Sauvons Sandy Beach à Hudson, où il y a des gens qui ont formé un comité pour évaluer parce qu'il y a un promoteur qui avait comme projet de raser une grosse partie de la forêt et des terres humides autour de la plage de Sandy Beach à Hudson. Et l'idée, c'était, ça prend du développement immobilier. Et les gens qui ont formé ce comité-là, c'était pas juste des écolos, là. Il y avait même quelqu'un là-dedans qui était pour le projet de développement immobilier. Et quand ils ont pondu le rapport, même eux ont été très, très surpris. Non seulement c'était pas rentable, mais c'était déficitaire pour la municipalité. Et ça, ce genre d'études-là, il faut que ça se reproduise un peu partout ailleurs parce que vous êtes contre le développement. Ben oui, un développement comme ça, où non seulement on détruit des écosystèmes extrêmement riches, mais en plus, tout le monde est perdant, à part peut-être les développeurs immobiliers. Oui, on est contre ça. Il faut peut-être repenser à une économie où les gens sont gagnants en général plutôt que quelques gagnants puis le reste du monde perdant. Ouais. Je pense qu'on va terminer là-dessus. On a déjà atteint notre temps. C'est vraiment intéressant comme discussion. Ça m'a sorti un petit peu de mon cynisme. Ça vous avez fait un effet. C'est bon. C'est ce qu'on dit. Notre journée est faite. Mais moi, c'est ça. Ce podcast-là, c'est une thérapie pour moi. Ça a amené du monde puis comme aidez-moi à sortir de ça. Non, mais c'est vraiment intéressant. Puis là, je sais pas. Vous avez l'air d'avoir une belle énergie. Merci pour l'invitation. Vous allez continuer à travailler sur des projets. Merci beaucoup. Merci. Merci.